Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonne année, Mario! Oui, bonne année à toi aussi. Oui. C'est quand même assez drôle parce que on se connaît bien, donc théoriquement, on aurait dû avoir le temps depuis le début de l'année de se souhaiter nos souhaits de nouvelle année. Mais bizarrement, c'est notre première fois qu'on souhaite bonne année parce que moi j'étais un peu en retard, je viens d'arriver pour l'enregistrement, puis rapidement on a fait le setup pour, comme on dirait en français, on s'est préparé pour enregistrer, puis on n'a pas vraiment pris le temps de faire du small talk avant d'enregistrer. Donc bonne année. Oui, puis surtout les gens qui vont nous écouter en plein mois de juillet vont se demander c'est quoi ça, bonne année? Ouais, c'est une émission nous on enregistre ça le 6 janvier. Donc on est vraiment au retour à la période des fêtes. Donc d'où pourquoi on est au début de l'année 2020, donc on se souhaite des bonnes années. Puis moi, Guy, je vais en profiter pour te souhaiter du succès dans ta formation, ta nouvelle formation que tu donnes autour de Kubernetes. Oui, absolument. Il y a un cours à Montréal là, qui va se donner à la fin du mois de janvier, donc le 28, 29, 30 janvier. Là. Donc c'est conteneurs Docker et Kubernetes sur Azure. Donc en 3 jours, on passe de 0 à héros. Donc, si vous êtes intéressé là, d'apprendre tout ce qui est autour de Docker, les conteneurs, puis Kubernetes, là, c'est en 3 jours là, on fait le tour complet. Puis la formation va être donnée en anglais là au mois de mars. Puis c'est sur demande en entreprise aussi. Mm-hmm. Puis moi je crois fermement que ça répond à un réel besoin dans l'industrie là, parce que c'est important là, de maîtriser Docker puis toutes les technologies de virtualisation puis associées avec Kubernetes, là, c'est vraiment le futur. Ouais, alors c'est sur kubernetesacademy.ca. Guy, on va expliquer aux auditeurs qui vont nous écouter en plein mois de juillet qu'on est au retour de la période des fêtes. Qui dit début de l'année, habituellement dit aussi résolution. Donc les gens là font souvent, on profite de cette période-là souvent pour faire un récapitulatif, comment a été notre année 2019, puis on se dit bon, pour la prochaine année, puis là souvent on est plein de bonnes intentions, on dit là cette année, c'est sûr je vais perdre du poids, le petit 10 livres en trop, là, je vais tout faire pour le perdre. C'est ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire dans les prochaines semaines ou qui sont déjà inscrits dans les centres d'entraînement, là, ils sont tous plein de bonnes intentions. Puis moi je le vis là, pas parce que moi je m'inscris, mais je m'entraîne avec des gens là depuis ça fait comme 15 ans. Puis à tous les ans au mois de janvier, on voit des nouveaux qui apparaissent. Puis 2 semaines, 3 semaines plus tard, pouf, ils disparaissent. Ou il y a toujours, ce qui est bien, c'est qu'il y en a toujours 1 ou 2 qui restent. Donc notre groupe se grossit, mais ça reste que c'est difficile de tenir des résolutions. Puis moi, dans cette optique-là, je me disais, cette année, une de mes résolutions, outre le fait que je prends soin de ma santé, puis m'entraîner, c'est important et tout, mais une des résolutions que je m'étais dit, c'est de travailler beaucoup l'aspect plus moins technique, plus soft skill, plus donc en bon français, on dirait toutes mes les compétences humaines. Puis c'est ce qui explique d'ailleurs que aujourd'hui, notre invité, on va parler justement de compétences humaines. Je ne veux pas la nommer tout de suite, on va laisser le suspense durer encore quelques secondes parce qu'avant de vous parler de notre invité du sujet du podcast, je veux en profiter pour vous parler d'un autre podcast francophone qui a débuté au mois de septembre-octobre de cette année, qui est dirigé aussi par 2 Québécois. Le podcast s'appelle Le Sprinkler. C'est un podcast qui touche l'agilité, mais avec un axe très dynamique humaine, c'est-à-dire on parle ici de coaching agile, donc tout ce qui parle finalement de comment on peut réussir à faire qu'un groupe d'individus livre du logiciel,
Donc, on n'est vraiment pas sur les aspects de comment mieux programmer en C# ou comment optimiser ses algorithmes de tri. Là. On est plus sur comment mieux faire c'est quoi le rôle d'un Scrum Master, puis toutes les techniques qui touchent autour du Kanban. Donc, puis il y a beaucoup de choses fort intéressantes. Moi, j'ai écouté les premiers podcasts, puis j'étais agréablement surpris. Donc, je le recommande fortement. On va mettre un lien, nous, sur notre page. C'est Éric Laramé qui est derrière le podcast. Et il est accompagné avec quelqu'un que je connaissais pas, Mathieu Lemaire-Lafont. Ils sont tous les deux qui ont démarré ce podcast-là. Puis vois-tu, je suis sur leur page, puis je vois que c'est le 9 octobre la première. Une des émissions que moi j'ai beaucoup aimé, entre autres le dernier, le Louis-Philippe Carignan, où est-ce qu'il parlait de la formation Scrum Dota qui est sur Scrum avec Kanban. C'est bien intéressant de voir comment ils mixent Kanban avec Scrum. Il y en a eu d'autres sur une émission, entre autres, beaucoup orientée sur les communautés de pratique. Donc, peut-être quelque chose qui peut-être pour nous, certains de nos auditeurs vont dire de quoi ils parlent. Mais si ça vous intéresse d'augmenter vos capacités humaines, ça peut être une bonne écoute. Peut-être un nouveau domaine à découvrir. On parle de capacité humaine. Puis, au mois de décembre, quand on se dit qu'est-ce qu'on fait comme émission pour le mois de janvier, rapidement, je te disais, Guy, c'est la période des résolutions. Ouais. Puis c'est là que l'idée il nous est venue en disant on devrait peut-être penser à comme résolution pour les programmeurs à être meilleurs justement dans nos compétences non techniques. Puis rapidement, on a pensé à inviter la magicienne des présentations, parce que il y a quelqu'un à Montréal qui est vraiment, c'est comme ça qu'on la décrit souvent, la magicienne des présentations. Premièrement, c'est une MVP PowerPoint. On sait MVP, là, c'est quelqu'un qui reçoit une reconnaissance de Microsoft parce qu'il est un expert ou en tout cas quelqu'un qui est très compétent dans une technologie. Et elle, sa technologie, c'est PowerPoint. Donc, ça vous en dit pourquoi on dit la magicienne des présentations. Cette personne, c'est Chantal Bossé. Bonjour, Chantal. Eh bien, bonjour, messieurs. Bonjour. Puis c'est le fun, en plus, d'avoir une invitée féminine. Manque de femmes dans notre industrie. Absolument, oui. Effectivement, au niveau de la techno, je dirais qu'on n'est pas souvent beaucoup au niveau des femmes, mais c'est pas grave, on fait notre place quand même. Tout à fait. Puis, Chantal, ce qu'on veut discuter avec toi, c'est comment être un meilleur présentateur ou comment mieux présenter. Bon, si tu as écouté notre émission, tu connais sûrement la formule qui est toujours la même. Avant de parler du sujet à proprement parler, on présente notre invité, on fait un petit tour de sa biographie. Puis, dans ton cas à toi, je te présentais comme la magicienne des communications. Toi, t'es une consultante indépendante. Tout à fait. Ça fait plusieurs années que tu gagnes ta vie à vendre tes services. Oui, tout à fait. Puis, avec un parcours, je dirais, tout à fait atypique, par exemple. Parce que étudiante en biochimie, je suis passée en télécom, je suis devenue formatrice, je suis devenue conceptrice pédagogique de cours pour finalement aboutir en communication par la suite. Fait qu'on voit un peu le portrait, là. Puis j'ai fait même une incursion comme technicienne de laboratoire à un moment donné, puis aux affaires réglementaires en pharmaceutique. Fait que bref, j'ai vraiment pas un parcours habituel. Mais tout ça a été influencé finalement. Je pense que je reviens maintenant, j'assume un petit peu plus cette histoire-là. J'étais la petite fille tellement gênée dès le primaire, puis ça avait été un handicap pour moi jusqu'au jour où à l'université justement j'ai eu un séminaire à faire. Puis là on se dit j'ai le choix de pocher mon bac ou j'y mets les efforts, même si je suis terrorisée de le faire. Puis, je suis pas gênée de dire qu'à l'époque, je travaillais avec des acétates. Il y avait pas de techno. Mais mes beaux petits Sharpies de couleurs et tout ça, puis les acétates ont servi à faire des dessins, des schémas, des diagrammes. Puis, j'avais aucune idée que je me destinais à une carrière au niveau des communications et de la technologie par la suite. Mais c'était ça le point de départ, parce que quand j'ai commencé à faire des cours, puis qu'on avait PowerPoint. Pour moi, d'utiliser la technologie, j'ai accroché à ça, là. Donc, une des premières versions PowerPoint que j'ai eu à utiliser, si je me trompe pas, c'était 97 ou quelque chose du genre. Puis, je développais des cours avec des experts de contenu, puis ils disaient
Ah ben, fais juste me mettre ce que j'ai dans le manuel, qui était des listes à puces et du texte, et déjà, je me battais à cette époque-là pour avoir quelque chose de mieux. Fait que bref, ça s'est tout enchaîné de fil en aiguille, puis c'est pour ça que lorsque je me suis retrouvée que je devais soit me trouver un emploi ou m'en créer un, ben c'était pour moi un choix naturel de passer à la techno, avec l'idée qu'il y avait quelque chose à faire au niveau des communications visuelles. Puis depuis ce temps-là, donc depuis 2004, j'ai continué d'évoluer. J'ai été coach de conférencier pour des conférences TEDx. Donc depuis 2012, je fais ça. J'en accompagne encore à l'occasion, un petit peu plus dans ces années-là. Je veux juste arrêter 2 petites secondes là pour qu'on comprenne l'importance ici. Alors, tu coaches au Canada les conférenciers TED. Ben, TEDx, c'est surtout des gens qui ont fait du TEDx parce qu'il y a une différence. Okay. Les conférences TED, c'est la conférence annuelle qu'on retrouve sur la côte ouest. Ouais. Initialement en Californie, maintenant au niveau de Vancouver depuis quelques années. Et les événements TEDx sont des événements locaux qui sont organisés par des gens, des indépendants qui ont le goût de vivre l'expérience, puis ils vont trouver des conférenciers et tout ça. Donc, j'ai commencé à m'impliquer à ce niveau-là en 2012. J'ai fait un même événement pendant quelques années, mais là, ça arrive encore que des gens qui veulent faire un TEDx, soit qui recherchent à en faire aussi ailleurs que dans leur localité, vont faire appel à moi, puis là, on va travailler leurs conférences ensemble. J'ai des gens qui ont fait ça, qui sont aux États-Unis, j'en ai qui donnent des conférences un petit peu partout dans le monde. C'est un format, pour ceux qui connaissent pas le format, c'est maximum 18 minutes. Je crois que je dirais, dans les dernières années, la tendance est à réduire parce que on est mieux d'avoir quelque chose de plus pointu que d'avoir de quoi qu'on s'éternise et qui est pas captivant pour les gens dans l'auditoire. Et oui, c'est minuté. Et les gens ont certains sujets. Donc, TED, c'est pour Technology, Entertainment and Design. Et généralement, on va avoir un petit peu de tout. Fait qu'on traite des nouvelles idées, des fois, ça va être des découvertes que des gens ont fait. Fait que bref, c'est à peu près ça, là, au niveau de ces conférences-là. Puis les gens qui sont peut-être pas habitués de faire des présentations devant un auditoire, donc tu les aides à finalement à synthétiser les idées, faire la présentation, puis se préparer. Ça fonctionne très bien, hein, parce que j'ai eu une conférencière TEDx, elle n'avait jamais mis les pieds sur une scène. Son défi était de proposer son idée. Elle a été terrorisée quand elle a su qu'elle était choisie parce qu'elle dit « Ouais, mais elle dit, je m'attendais pas, moi, à me rendre sur scène. » Et j'ai dit « Écoute, ma chouette, on est comme rendu là. » Mais bref, le fait qu'elle y a mis tous les bons efforts, elle a fait le processus, elle a vraiment eu un grand succès. Les gens lui ont donné une ovation. Fait que on n'a pas besoin d'être des experts pour arriver à toucher les gens et avoir un impact. Il faut juste faire le bon processus puis avoir un contenu qui est bien structuré. Tu dis on n'a pas besoin d'être un expert, mais reste que dans ton domaine, on peut quasiment dire que tu es une experte parce que tu as la reconnaissance MVP de Microsoft. Ça fait combien d'années maintenant que tu reçois ce prix-là? Ça fait depuis 2013 maintenant, donc j'en suis même très, très fière. Donc oui, au niveau de ce niveau-là, oui, j'ai l'expertise. Quand je parlais de pas besoin d'être expert, je pense que c'est surtout que n'importe qui veut parler en public n'a pas besoin d'être un expert de prise de parole. Je pense que c'est ça que les gens doivent réaliser. Même les gens qui disent qu'ils ont peur de parler en public, s'ils se donnent la peine juste d'analyser ce qu'ils ont, ils vont être capables de le faire. Là. Il faut juste se donner les bons outils, finalement. Là. Donc, imaginons que si on a certains de nos auditeurs là, qui sont dans cette situation-là, de dire « Oh non, moi, là, avoir à parler devant un groupe de 15, 20, 50 personnes, jamais de la vie. » Mais disons que ça pourrait peut-être être une résolution cette année. Peut-être pas besoin d'aller devant 50, mais de faire devant 5, 10 personnes. Puis ce qu'on va essayer de faire, nous, au courant de l'émission, c'est de vous donner un peu des astuces, des trucs pour comment y arriver, ou en tout cas un parcours
pour un débutant. C'est un peu l'idée qu'on voudrait traiter avec toi. Oui, parfait. Mais Mario, juste avant, là, pourquoi des développeurs ou des informaticiens auraient à penser à ça, auraient à penser à faire des présentations? Ben, parce que, premièrement, on travaille avec d'autres personnes, puis souvent, prenons un cas bien simple. On est dans une organisation, ton groupe avec lequel tu travailles, des 5-6 personnes, eux autres savent très très bien ce sur quoi tu travailles, le produit, mais souvent le groupe à côté, pas trop courant. Donc, juste de faire un partage de connaissances au sein de l'organisation, donc d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est ou quelles sont les technologies qu'on utilise, qu'est-ce qu'on fait, ça peut être très profitable dans une organisation, donc juste à ce niveau-là. Mais outre ça, je pense que ça reste fondamental de pouvoir se vendre. Tout à fait. Puis avoir un talent pour présenter, c'est une bonne façon de se vendre parce que c'est comme une façon de pouvoir mettre un sticker sur voici ce que je sais faire, voici ce qui me différencie des autres parce que je maîtrise telle technologie. Puis si vous faites pas de présentation, il y a peut-être moins de monde qui vont le savoir. Oui. En fait, il y a plein d'occasions. On doit peut-être vouloir parler de notre projet, donc expliquer où est-ce qu'on est rendu. On doit peut-être présenter l'avancement à la direction. Mais comment on présente ça? Donc, il faut quand même être à l'aise. Ça peut être, comme tu mentionnais, de se vendre lors d'une entrevue. Donc, c'est une espèce de présentation. Mais ça peut être lors d'un groupe d'usagers, donc présenter une technologie ou un produit ou comment on utilise un produit dans un groupe d'usagers. Donc, les occasions là sont nombreuses, puis c'est ça qu'on va discuter ce soir. Oh oui, tout à fait. Et puis là, on parle de gens qui sont peut-être en entreprise, mais les gens qui sont très techno, des fois, ça va être des startups technologiques. Ils vont avoir besoin de soit pitcher à des investisseurs, ils vont avoir besoin de pitcher pour faire connaître leur nouvelle entreprise. Fait que tout ça est vrai, puis la beauté dans tout ça, parce que ça arrive j'ai eu tellement de fois dans ma vie, les gens me disent « Ah, ouais, mais Chantal, c'est pas pareil. Moi, là, mon sujet, il s'y prête pas à cette affaire-là. » C'est pas vrai. Je vous dirais que toutes les fois qu'on a présenté, il y a toujours un même processus qu'on peut passer au travers. C'est vrai pour la techno, c'est vrai pour se vendre soi, c'est vrai pour vendre notre entreprise, c'est vrai pour une conférence qu'on donne dans un trade show, peu importe. Il faut passer à travers de ça si on veut se donner la chance de tout mettre les morceaux du puzzle en place. Ça, c'est certain. Puis la première place à ne pas commencer, c'est d'ouvrir PowerPoint. Ça, c'est la pire erreur qu'on fait. Puis souvent, je demande qui ouvre PowerPoint en premier. Puis là, c'est plein de gens. Ouais, mais c'est la façon de mettre les idées. Oui, mais c'est aussi très tentant de commencer à aller chercher quelle sorte de modèle qu'on va prendre. J'ai-tu la bonne typo? C'est-tu beau? Puis là, comment je vais présenter tout ça? Puis on s'enfarge. Belle expression québécoise, mais on s'enfarge dans les détails alors qu'on ne sait même pas quelle va être la structure de notre contenu. Moi, généralement, je pars avec les gens puis je leur dis, pour vous aider, là, il y a une série de questions bien importantes que vous devez passer au travers. Puis la première, puis souvent, les gens se posent la question, ou plutôt ils me regardent en voulant dire, ben, il me semble que ça va de soi, mais quel est le but de la présentation? Ça a l'air nono, là, mais combien de fois on se lance tête baissée, « Ah, j'ai une présentation à faire. » Mais c'est quoi l'objectif premier? On doit-tu former les gens? Est-ce qu'on doit vendre quelque chose? Ou cette présentation-là, les gens qui sont en entreprise, des fois, est-ce qu'ils ont une mauvaise nouvelle à donner? C'est un rapport de projet? Ça doit être clair. Parce que si on n'est pas certain soi-même de son but, on peut envoyer ça dans tous les sens, finalement. Puis, l'autre question que je rattache tout le temps quand je travaille avec des conférenciers, des formateurs, puis je leur dis, OK, je te lance ma question qui tue maintenant. Là, tu penses à ton but, c'est quel est le but de ta présentation. Maintenant, je vais
t'amener à la fin complètement. À la fin, quand tu vas avoir fini, quels sont les 3 éléments les plus importants que les gens doivent retenir? Ça, généralement, j'ai 2 gros yeux qui me regardent avec un gros point d'interrogation, puis ils disent, et j'ai dit, ça, c'est l'élément le plus important que vous devez penser. Oui, le but, puis qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent, puis pourquoi 3? Ça a l'air un peu ésotérique de dire ça, mais le chiffre 3, là, quelque chose d'un petit peu magique, les gens ont de la facilité à le retenir. Puis des fois, je ramène ça. Vous savez, nos vieilles petites histoires, les 3 petits cochons, les 3 mousquetaires, etc. Il y a comme une raison pour ça, parce que c'était facile de s'en souvenir. Fait que, si on commence par ces 2 choses-là, là, c'est vraiment, vraiment un bon début, parce qu'on va déjà mettre notre cerveau en branle sur comment on va enligner nos choses. Donc ça, c'est un départ. Puis l'autre, quels sont les enjeux de la présentation? Parce que dans certains cas, si on s'en va chercher pour 4,5 millions d'investisseurs, peut-être qu'on a besoin de peaufiner certains éléments de plus. Si on informe les gens, ça peut être un petit peu différent. Fait qu'il faut avoir ça en tête, ne serait-ce que pour essayer de voir, c'est quoi l'impact de se planter sur cette présentation-là. Si on en est conscient, peut-être qu'automatiquement, on ne sera pas tenté de la préparer comme la veille de la présentation. Ouais, si on fait un lunch and learn, une petite présentation à nos 5 collègues, on mettra pas les mêmes efforts que exact. Si on présente à TEDx, là. Non, puis le lunch and learn, qu'on fasse une petite préparation peut-être dans l'heure qui précède, c'est peut-être suffisant parce qu'on a quelques éléments, on n'a pas beaucoup de temps passé. Être sur une scène de TEDx, les gens avec qui je travaille, généralement, je les fais passer au travers un processus de 3 mois. Il faut qu'ils se préparent 3 mois d'avance. C'est le minimum. Pour être sûr que leur 10, 12, 15 minutes va être sur la coche, du début à la fin. Fait que c'est ça, là. Si on en est conscient, ça aide énormément. Puis, l'autre question importante aussi, qui revient un petit peu, on a un but, mais c'est quoi le message principal? Qui revient un petit peu quand je vous disais, on a besoin de se dire, qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent, mais c'est quoi le message principal? C'est toutes des questions qui ont l'air être très, très larges, mais plus on se donne la peine d'y réfléchir, plus on devient clair dans notre propre tête et qu'on est en mesure de bien définir quels vont être les éléments qu'on va discuter. Ce que tu dis, Chantal, est très important. Dire, c'est quelles sont les 3 choses qu'on veut que les gens se souviennent après avoir fait notre présentation. C'est quoi le cœur du message qu'on veut dire, notre but. Et un des thèmes que tu as dit, bien clarifier qu'est-ce qu'on veut dire. Puis moi, puis tu me diras si ça a du sens, je dirais peut-être aussi bien clarifier qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Ah, ça aussi. Je vais expliquer dans mon idée. Mettons, je fais une démo. Moi, j'ai fait beaucoup de démos. Je suis quelqu'un qui a démarré beaucoup d'entreprises. Et quand on fait une démo d'un produit qui est pas tout à fait fini, il y a des bouts de ton logiciel qui sont solides. Tu peux démontrer ça. Puis il y a d'autres parties du logiciel, faut pas que t'ailles là. Oui. Parce que t'es pas sûr si ça va pas crasher en pleine démo. Puis donc, de savoir qu'il faut pas que tu ailles là, ça c'est fondamental, c'est-à-dire pas, tu sais, les gens souvent dans une démo disent « Ah, tant qu'à y être, m'ouvrir ce menu-là. » Non, va pas là. C'est ça. Reste sur ton message parce que tu joues avec le feu. Puis j'ai vu tellement d'entrepreneurs faire des démos qu'à un moment donné, ils ont sorti de leur... Moi, j'ai fait des démos où est-ce que on savait écran par écran où il fallait aller parce que le produit était tellement instable que c'était la seule façon de montrer quelque chose qui avait l'air, qui marchait. Ouais. Parce que bon, je sais pas que c'est ça qu'il faut toujours faire, mais des fois, quand tu recherches d'argent, puis t'es en cours de développement d'un produit, puis le produit est pas tout à fait avancé comme tu voudrais, mais là, tu vas présenter plus, on dit en anglais smoke and mirror, c'est-à-dire d'affumer beaucoup de miroirs. Parce que là, c'est à ce moment-là, ce que tu veux plus vendre, c'est le potentiel du produit. Il faut vraiment que tu sois très clair qu'est-ce que tu vas faire et pas faire. Dans une présentation technique, Mario, c'est tellement facile de se faire side-tracker, comme en anglicisme, là, de se faire side-tracker par une question qui nous est posée.
disait mais si on fait ça de telle façon ou whatever, puis là tu pars là complètement, tu dévies complètement de ta ligne principale, puis il te manque 10 minutes à la fin. ouais. Ben exactement. En clarifiant tout ça dès le départ, on est beaucoup plus solide pour, comme tu dis, Guy, de te faire détourner puis d'aller dans une voie que tu n'avais peut-être pas prévue. Si tu es mal préparé, c'est beaucoup plus facile d'aller s'y perdre. Puis, ou comme toi, comme tu mentionnais, Mario, des affaires que tu sais, bon, si je présente un produit puis il y a des endroits où c'est tellement pas stable, tu le sais où tu ne veux pas aller. Quoique je ferais une parenthèse là-dessus, parce que dépendamment à qui tu présentes, moi, j'ai toujours dit, puis ça, c'est les années au niveau de la formation, s'il y a de quoi qui marche pas, les gens peuvent le savoir. C'est sûr que je suis entièrement d'accord avec toi, ça dépend du contexte, ça dépend du temps que tu as, mais dépendamment de ce que tu as décidé que tu avais comme message principal, c'est quoi l'objectif que tu as, d'aller mentionner qu'il y a des choses qui sont peut-être pas encore au point, il y a rien de mal là-dedans. Je pense que c'est pas nécessaire que ça soit parfait, mais c'est aussi hyper important de pas aller se perdre, comme tu dis, dans des démos techno que tu sais très bien, en crime, si on va sur ces écrans-là, peut-être que tout va planter. Avec le temps qu'on a, des fois, c'est pas bien avisé d'essayer de le faire, juste parce que là. Ou il y a des circonstances où est-ce que là, ça peut être très payant d'être très transparent et de clairement dire aux gens, je ne sais pas la réponse. Bon, c'est peut-être pas le même contexte, mais moi, j'ai donné des journées de formation. Donc là, tu passes 5 heures, 6 heures, 7 heures avec les mêmes personnes autour d'une table. Puis, je me souviens, il y a très longtemps de ça, c'était une formation sur le C++. Le contexte, c'était que les gens me posaient des questions où je savais vraiment pas. Puis là, ce que je leur disais, je dis, je sais pas la réponse, mais le compilateur, lui, peut nous dire la réponse, donc on va l'essayer. Donc, puis là, live devant eux, j'essayais, je faisais les choses, puis c'est sûr que... Exact. Mais puis là, ça me permettait de leur dire, selon ce que le compilateur C++ me dit, ça, c'est faisable, ou c'est pas faisable, ou ça marche comme ça. Puis les gens étaient un peu surpris en disant, on va l'essayer. Je dis, oui, écoute, il faut pas avoir peur de lever nos manches puis de le faire. Puis faut dire dans ce cas-là, c'est une formation ouverte, on avait du temps, tandis que quand on a comme 12 minutes comme une présentation TED ou TEDx, tu fais pas ça. Non, exactement. Mais encore là, ça revient à ce que tu mentionnais, Chantal, au début, c'est-à-dire c'est quoi notre le but, puis c'est quoi les takeaways, puis on dévie. Si on sait qu'on peut dévier de notre message principal, on peut le faire, mais si on sait que notre présentation ne doit pas dévier, là, on essaie de rester sur notre message principal. C'est ça. Puis je dirais que ça vient un peu aussi avec l'autre question qui est bien importante à se poser. On présente à qui? C'est des experts de notre milieu, c'est des dirigeants d'entreprise, c'est des gestionnaires et c'est les participants d'une conférence. Puis c'est quoi les attentes de ces gens-là? Puis là, je sais très bien que tout ce qui est le milieu de la techno, on sait pas toujours à qui on s'adresse quand on est, exemple, dans une conférence, un user group et tout ça. Fait que ça, oui, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'on se dit, j'ai pas vraiment une idée de... Dans ce temps-là, il faut peut-être y aller un petit peu plus large. Mais dans le cas où on sait à qui on s'adresse, ça fait toute partie du processus pour essayer de cibler ce que eux autres, c'est quoi leurs préoccupations, qu'est-ce qu'ils risquent de vouloir entendre et quelles sont les choses qui pourraient même nous questionner là-dessus parce qu'on sait que c'est une préoccupation qu'ils ont. Une chose importante par rapport à ce que tu dis, puis Guy, tu pourras peut-être me confirmer, quand tu fais des présentations, ça peut être fort intéressant dès le début de dire voici à qui ça s'adresse pour que les gens qui sont pas venus pour voir ça, qui quittent la salle. Oui. Surtout dans les conférences où est-ce que t'es évalué à la fin. Je pense entre autres les conférences Microsoft. Écoute, faut que tu sois évalué, puis si t'as pas une bonne note, tu seras pas réinvité dans le futur comme étant présentateur. Je parle de grosses conférences. C'est probablement vrai aussi pour les conférences TED. Donc, à quelque part, tu veux être sûr que les gens qui sont là, c'est de bon auditoire. Donc, dès le début, indique c'est à qui tu t'adresses, puis invite les gens pour qui ce sera pas la bonne conférence à
quitter, y aller peut-être assister à une autre conférence, surtout quand il y a plusieurs conférences en parallèle? Ben ça c'est certain, surtout au niveau des sujets techno et tout ça, je pense que c'est un service à rendre. Si les gens réalisent, oups, je suis comme pas dans la bonne salle, ils sont aussi bien de sortir plutôt que de s'emmerder parce qu'ils m'ont réalisé que c'est pas vraiment le bon sujet ou le bon angle pour eux, c'est pas ce qu'ils recherchaient. Mais ça, si on est clair lorsque nous, on monte notre contenu, ben oui, ça aide à le verbaliser, puis je pense que ça devient tout à fait important. Parce que l'effet de base, c'est que si tu le fais pas, les gens vont quitter au milieu de la présentation, puis quand tu vas présenter, c'est dévastateur de voir des gens quitter en plein milieu de la présentation, là. Ben, c'est sûr que ça peut être déstabilisant. Ouais, t'as mieux qu'ils partent au début, dire, OK, c'est pas pour moi, OK, parfait, je pars. C'est ça. Mais ça aussi, c'est un point intéressant parce que des fois, moi, j'amène les gens à réaliser, si vous êtes dans un contexte de conférence, il y a plusieurs tracks en même temps, il faut pas vous sentir mal parce qu'il y a des gens qui sortent. Ils peuvent être tout simplement à faire, moi j'appelle ça du session hopping, comme quand on va au Presentation Summit. On se ramasse qu'on fait peut-être une demi-heure à une session puis une demi-heure à l'autre parce qu'on voulait faire les deux, mais on pouvait pas se cloner. Donc, ça, c'est le mindset de l'orateur, du présentateur qui doit être travaillé. Mais oui, c'est déstabilisant les premières fois qu'on fait ça parce qu'on pense que c'est juste à cause de nous autres. Des fois, ça peut l'être, mais des fois, puis même plusieurs fois, ça ne l'est pas non plus. Donc, au-delà de ça, là, on a vu plusieurs des premières questions. Une que j'aime tout le temps que les gens se posent, puis rapidement, qu'est-ce que les gens ont comme histoire qui peut aider à faire passer ou faire comprendre leur message. Puis quand que je parle d'histoire, ben c'est une étude de cas, c'est l'histoire d'un client. Quelque chose qui va permettre de rattacher ce qu'on donne à des faits vécus, des fois. Je pense que ça rend ça plus réel. Ça peut être aussi de faire des analogies, des choses comme ça, mais on a besoin, puis oui, on entend le mot storytelling à toutes sauces de nos jours, mais il en demeure pas moins que l'être humain est vraiment branché pour réagir à ce qui est histoire. Pourquoi on réagit aux pubs? Pourquoi on réagit aux films? Parce que on aime une bonne histoire. Des fois, les histoires, on les aime moins parce qu'on se dit, elle n'a pas fini comme je le voulais, celle-là, mais il en demeure pas moins que ça nous marque. Puis on doit penser à faire ça dans nos présentations. Puis, je suis d'accord, au niveau techno, les gens vont toujours me dire, qu'est-ce que je vais trouver? C'est ça peut être juste une étude de cas, quelque chose qui a été fait avec un client que, parce qu'il n'a pas fait telle ou telle chose, il y a eu tel autre problème qui vient avec, ça fait partie d'une histoire. Là. On n'est pas obligé d'aller d'un conte de fées, comme on dit. Là. Mais c'est pour ça que Microsoft, dans ses présentations, utilise souvent des compagnies fictives, la fameuse compagnie Contoso. Oui. Puis là, ils mettent un contexte. Là, Contoso a décidé de se lancer dans la fabrication de je sais pas trop quoi, de vendre des vêtements sport, puis il y a un site web en ligne, puis là il y a une espèce de contexte, oui. Une histoire en arrière de tout ça, puis là on tombe dans la techno par la suite, mais il y a vraiment une histoire avec cette compagnie fictive là. C'est ça. Ça peut être une compagnie, ça peut être un personnage, ça dépend du sujet qu'on a. On peut se créer un persona de toute pièce qui va nous servir du début à la fin de notre présentation parce que ça va devenir... C'est lui qui va jouer le rôle de « ça a l'air de quoi ça dans la vraie vie, ce que je vous raconte ». Ah, OK, ouais. Mais faut jamais oublier qu'une bonne histoire va toujours avoir un peu comme... tu sais, sur une montagne, on peut faire l'analogie avec monter une montagne puis descendre la montagne. C'est-à-dire, monter la montagne, c'est toute la mise en contexte, mais quand on arrive en haut de la montagne, il faut qu'il y ait un événement, il faut qu'il se passe quelque chose. Un déclencheur. Dans le cas d'exemple que tu donnais, Guy, où est-ce que Microsoft, il utilise la compagnie Contoso, la mise en contexte, c'est toute la montée, puis eux autres, le truc qu'ils ont, c'est toujours de dire, voici le problème que la compagnie a, puis là, après ça, le dénouement de ce problème-là, c'est la solution que Microsoft veut vendre ou la technologie qu'ils ont mis en place pour solutionner le problème. Puis ça, c'est un truc facile de se dire, si on n'est pas capable de trouver un événement majeur, on peut toujours trouver un problème, puis dire ça va être un événement, puis le dénouement, parce que c'est toujours la même affaire. Tu as une mise en montée, tu as un événement, puis là, tu as un dénouement.
le dénouement classique dans les films d'Hollywood, c'est que tout le monde ils se marièrent et vécurent heureux. Là, ça veut dire que ça finit toujours bien. Et, faire un parallèle avec ce que tu racontes, Mario, les gens qui voudraient m'emmener lire quelque chose qui est hyper enrichissant, c'est le livre Resonate de Nancy Duarte. Puis là-dedans, elle a travaillé pendant plusieurs années. Elle dit, il me semble qu'il doit y avoir moyen de trouver une forme quelconque que je peux superposer sur les grands discours qu'on a entendus dans l'histoire. Et sa forme, c'est ni plus ni moins, je dirais que c'est comme les fameuses ondes sinusoïdales, sauf qu'elle est carrée. Fait que ton plateau du bas, là, bon, tu décris la situation actuelle. Ça, c'est ce qu'elle appelle son what is. Là, tu vas faire miroiter le what could be. C'est si tu fais telle ou telle chose, tu pourrais changer puis avoir ça. Mais un speech, une présentation qui a de l'impact, c'est le nombre de répétitions entre le what is, what could be. Plus tu fais ça, tu me leur montres c'est quoi leur niveau de douleur présentement, là. C'est quoi qui va pas, c'est quoi le problème. Puis là, si on fait telle affaire, on va avoir ça comme résultat. Là, on montre quelle serait la meilleure situation, mais on le fait à plusieurs reprises. Là, on amène les gens que ils atteignent un pic, puis à la fin, elle appelait ça le new bliss. C'est la façon de les amener à dire, OK, prends-les cette nouvelle voie-là, là. Embarque dans la game, fais des changements, tu vas vivre ce monde meilleur-là. Fait que elle a réussi à le faire, puis elle a superposé ça pour plusieurs grands discours qu'on parle, ceux qu'on nomme souvent Steve Jobs ou Luther King. Puis ça arrivait chacun. Puis ça, si vous faites une petite recherche en ligne, là, elle a même maintenant un outil en ligne, Resonate. Les gens ont juste à mettre leur adresse courriel. Ils ont accès à la version numérique. Puis là, c'est interactif en plus. Puis la fameuse forme, c'est très, très enrichissant. J'ai des gens que j'ai accompagnés, je les ai amenés à travailler comme ça, puis on dit « Oh boy, OK. » Là, j'ai même changé. Un m'a mentionné, j'ai même changé ma façon de communiquer avec mon équipe dans mon entreprise à cause de ça. Puis on a fait une lecture obligatoire pour tous les gens de son entreprise. Fait que c'est bon pour les présentations, mais c'est bon quand on veut communiquer d'une meilleure façon puis amener les gens à nous suivre dans notre projet ou à changer. Fait que ça peut être, les gens vont dire, oui, ça me prend du temps à faire ça, mais je peux garantir que ça donne des résultats. Parce que toutes les fois que les gens se donnent la peine de ne serait-ce mettre ça en pratique, même à 50%, ça fait une énorme différence. Donc, depuis aux auditeurs qui nous écoutent depuis le début, puis qui disent, ouais, mais là, pas parler du tout de pas avoir un ton monocorde, tu sais, donc, on n'a pas parlé pantoute d'habileté vraiment de communication, on parle juste de mise en situation, bien comprendre ses objectifs et tout. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est vraiment ça qui est important, puis qu'on soit bon ou pas bon orateur, c'est pas vraiment un élément significatif pour le succès dans une présentation? Je dirais c'est parce que c'est un processus. Ce qu'on fait présentement, ça devient la base essentielle qu'on soit bon ou moins bon orateur. Les bons orateurs vont juste s'en sortir mieux. Les moins bons orateurs, s'ils ont une très bonne structure puis un message clair, vont s'en sortir mieux que s'ils l'avaient pas fait. Mais ça n'enlève pas tout le principe que oui, il faut pratiquer. Oui, on doit s'assurer de maîtriser nos mouvements, de maîtriser notre contenu, mais c'est un tout. On peut pas dire qu'on privilégie juste un ou l'autre. Et si on a une place à commencer, c'est vraiment de commencer à bien structurer notre contenu. Parce qu'un coup qu'on a ça, l'effet que ça a souvent sur les gens, ils viennent qui ont tellement travaillé leur contenu qui se sentent déjà plus à l'aise parce que ils ont eu à le brasser puis le structurer puis épurer pendant un certain temps. Quand vient le temps de le présenter, là, ils vont avoir un peu plus de facilité parce qu'ils se sont appropriés la portion contenu également. Être en confiance, c'est tellement important. Oui. Puis ça veut dire connaître son matériel,
connaître les limites aussi de ce qu'on de ce qu'on sait. Par exemple, si ça arrive souvent en tant qu'MVP, on doit présenter des nouvelles technologies, des Ouais. choses qu'on est un petit peu moins familier. Puis on est souvent sur le edge dans le sens où OK, j'ai un chemin là que je suis sûr, mais si je dévie de ça là, je vais peut-être me planter, mais j'ai confiance en ce chemin-là. Exact. J'ai confiance, puis là je peux dire bon ben je connais pas tout, puis etc. Puis en lien avec ça, l'élément qui est super important, c'est la fameuse question, on a combien de temps pour présenter? Puis ça, souvent, on me dit, ouais, mais je fais comment pour évaluer ça? Puis des fois, la tendance, c'est de dire, je vais juste mettre tout ce que je peux. Mais quand on fait ça, on perd en clarté. Puis combien de fois qu'on arrive, là, les gens, ils manquent de temps. Puis là, ils nous zippent les 20, 25, 30 dernières diapositives dans l'espace d'à peu près 3 minutes parce qu'ils ont plus le temps. Fait que là, c'est la frustration de l'auditoire parce qu'il y avait tout ça qu'on n'a pas vu. Fait une règle du pouce, les gens qui se ramassent à dire, ben j'ai 60 minutes pour présenter, préparez pas de contenu plus que 45 minutes. Puis je dirais même, si vous êtes dans une conférence où il y a plusieurs conférenciers et que malheureusement, il y a la plupart du temps des délais, des retards, vous êtes mieux même de réduire encore la quantité de contenu, puis vous pourrez faire juste plus d'interactivité si jamais il n'y a pas de retard. Vous êtes mieux d'en avoir moins, plus précis, puis laisser le temps de faire de l'interaction. Puis vois-tu, tu disais, Mario, ben là, on n'a pas parlé de comment on livre tout ça, mais je pense qu'en termes de livraison, on doit aussi penser à se laisser du temps pour interagir avec les gens, s'assurer d'aller chercher le pouls, de leur poser des questions, de leur donner le temps aussi de réfléchir, parce que ça, c'est une chose au-delà de notre débit, au-delà d'avoir une bonne fluctuation, une bonne intonation, on doit aussi ne pas avoir peur des silences. C'est fort simple. Si on laisse quelques secondes aux gens, on leur laisse la chance de réfléchir. Et nous, ça nous évite de parler trop vite, ça nous évite d'être essoufflés. Puis ça, c'est quelque chose que souvent, lorsqu'on débute, on pense qu'il faut livrer le plus vite possible parce qu'on a tellement peur d'oublier des choses. Mais le problème, c'est ça. On essaie de tout faire d'un trait. Il y a plus de place pour rien. On est essoufflé puis on perd même le fil de nos pensées par moment. Est-ce que tu aurais un avis sur un ratio nombre de slides versus durée? C'est-à-dire, est-ce que ces règles du pouce-là qui disent 60 minutes, pas plus que 60 diapositives, est-ce que ça a du sens ou c'est complètement ça n'a pas de sens? Je dirais que ça dépend du sujet. Parce que quelqu'un qui se ramasse, allons-y là, on a une espèce de gros schéma de processus complexe, puis on a mis des animations parce qu'on va le dévoiler à chaque étape, on a des explications à donner. On s'entend que cette diapositive-là, un coup qu'on va avoir passé au travers, peut-être qu'on va avoir passé 5, 6, 7 minutes dessus. Fait que ça, dans un cas comme ça, on se dit, OK, il faut comme pas trop bousiller notre patente parce que il faut pas que j'essaie d'en rajouter plus si je sais que je passe 7 minutes là-dessus. Mais ce qu'on peut faire, si on se dit, si j'ai 60 minutes, si je vise à peu près entre 50 et 60 diapos, qu'on passe à peu près 1 minute par diapo quand c'est possible, là, on va créer un rythme qui va être beaucoup plus agréable, puis vous allez garder l'attention de l'auditoire plus facilement. Puis ça, c'est fort simple. Pourquoi que les vidéos en ligne sont si populaires? Pourquoi les pubs sont toujours courtes avec une histoire dedans? Parce que on a des frames qui changent rapidement, puis on peut quasiment recréer ça. Alors, on s'entend là pas à la même vitesse, mais nos présentations, si on voit ça que chaque diapo est comme un frame, qu'il faut qu'il soit le plus pointu, qu'il y ait un message par diapo, on a tout intérêt d'en avoir plus et les changer plus souvent. Fait que, ton début, tu mentionnes une diapo par minute pour 60 minutes, ça pourrait faire du sens.
mais je mets toujours le bémol, ça dépend du contenu et de... Ça dépend du contenu. Oui, puis du Ça sujet. dépend des diapos, parce qu'il y a des gens qui te font des diapos aussi avec 28 idées importantes dans la diapo. Puis là, Oui, puis là, ça, c'est un problème. ça aussi, c'est épuré ou séparé. Oui. T'as 28 idées, fais 28 diapos à la place. Oui, puis t'as entièrement raison, parce que ça, là, c'est une des règles que juste ça, si les gens mettent en pratique d'avoir une idée maîtresse par diapositive, ils se sauveraient des fameuses diapos plates et endormantes parce qu'il y a trop de stock dessus, ou que les gens, ils savent plus où regarder tellement quelque chose dessus, là. Fait que ça, c'est un très bon point parce que c'est une des premières choses que je vais faire quand je travaille avec les gens sur leur contenu. On dit, regarde, commençons par épurer, là, c'est quoi la grande idée? Puis là, on va diviser. Puis, je me souviens, j'ai travaillé avec un VP marketing à un moment donné. Là, sa présentation, son draft qui m'avait été envoyé avait à peu près 25 diapos, mais il y avait tellement de stock dessus. Là, j'ai fini avec, puis je disais, OK, on ne panique pas. J'ai dit, oui, le nombre de diapos est élevé. Puis là, j'y ai montré mathématiquement le calcul, mais il a fini, je pense qu'il y en avait 55, 60. Mais il y avait peut-être 20-30 minutes pour le faire. Fait qu'on s'entend qu'il y avait très peu de choses et le rythme de changement des diapos était rapide. Puis dans son contexte à lui, qui était une présentation marketing avec des résultats d'année, des choses comme ça, mais au niveau, on parlait pas de résultats très chiffrés, là, très complexes. Ça, les gens ont apprécié parce que ça a passé à la vitesse de l'éclair. Mais il a failli faire une syncope quand j'ai vu le fichier parce qu'il dit « Comment je vais présenter ça? » Ben, j'ai dit une après l'autre, mais moins de temps sur chacune que ce que tu avais prévu au départ. Là, il a fini. Parce qu'il se peut que si tu brises tes idées complexes en plus petites idées, que finalement, ça vienne juste appuyer, les diapos viennent juste appuyer la conversation que tu as, donc Oui. la présentation. Donc là, tu vas cliquer là pour faire avancer tes diapos assez rapidement, là. Exact. Puis l'autre effet que ça a, puis ça c'est bien pour les gens qui sont stressés puis aiment pas trop parler en public, puis ils pensent que mettre leur texte à l'écran va les aider. Mettre le texte à l'écran, on est juste humain, on va avoir tendance à dire j'ai-tu oublié quelque chose, j'ai oublié un mot, il me manque une phrase, et on va toujours être sur le stress, alors que si on divise par morceaux, comme ce qu'on vient de discuter, et qu'on change rapidement les diapos, le visuel et les quelques mots qu'on a, ou des fois ça peut être une ou deux phrases qu'on a, vont nous aider à partir, on donne notre idée et on change. Et le changement de diapo, c'est un peu comme si on changeait nos cue cards finalement, et on se ramasse à devenir beaucoup plus naturel. Et moins qu'il y a de texte à l'écran, plus les gens vont devenir naturels parce qu'ils vont se permettre de sortir l'information avec leurs propres mots au lieu d'essayer de dire mot à mot ce qu'ils avaient mis au départ sur les diapositives. Je me souviens d'avoir déjà vu une présentation, la personne avait des diapos pleines et sa présentation, c'est qu'elle faisait dos public et elle lisait phrase par phrase qui était sur le chèque, puis avec un ton monocorde. Donc, la joie! C'était pénible. Et puis des fois, ben t'as pas le choix, faut que t'assistes, là, parce que tu peux pas quand c'est mettons quand t'es chez un client, là, c'est ça. On me paie pour être ici, ok, je vais vous écouter, mais tu dis s'il y a un manque de talent là. Ben tout à fait. Puis ça, c'est tout à fait aussi le style de fichier que moi je dis aux gens. Ça sert à quoi que vous soyez là si les gens sont obligés de vous écouter lire la même chose qu'ils sont capables de lire probablement 2 à 3 fois plus rapide que vous. Mm-hmm. Puis notre cerveau, là, il est ainsi fait, il pourra pas se concentrer sur les deux en même temps. Donc, généralement, notre cerveau étant, oui, on a tous notre petit côté paresseux, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à ce qui fait plus vite, on va le lire. Mais là, pendant qu'on lit, on n'écoute pas, fait bref, c'est la meilleure façon pour, un, ne pas avoir d'impact, puis deux, que les gens retiennent pas grand-chose. Puis, encore plus vrai maintenant que les gens ont leur téléphone dans leurs mains. Donc, oui. C'est facile là, à un moment donné, là, tu vois toute la salle, là, ils regardent pas pantoute le présentateur, ni les diapos, tout le monde est sur le téléphone. Ça veut dire que
ils viennent de lâcher la présentation. Pas Finalement. nécessairement. Ça, c'est un débat qu'il y a dans le milieu, effectivement. Moi, je suis du clan de dire, maintenant, il y a des gens qui vont être sur leur téléphone parce que ce qu'on vient de dire a suscité l'intérêt pour quelque chose, ils sont en train de faire une recherche sur ce qu'on vient de dire. On a parlé d'un produit quelconque, on a parlé d'une techno quelconque, sont déjà en train de la chercher. Okay. Et ça se fait très, très, très souvent. Et si on a une clientèle qui est plus jeune devant soi, généralement, là, sont en train de tweeter, puis des hashtags, puis de toutes sortes d'affaires sur ce qu'ils viennent d'entendre parce que ça a peut-être fait bien leur affaire, puis ils ont bien aimé ça. Oui, ça a l'effet pervers que si on est vraiment plate, ben là, on se ramasse avec les hashtags de fail, les plates accrochés à notre nom. Mais c'est peut-être d'autant plus vrai qu'on doit prendre la résolution de bien faire nos contenus pour ne pas se ramasser avec un hashtag fail avec notre nom sur Twitter, là, tu sais. Ouais, effectivement. Mais c'est une autre façon de voir les choses. Puis je dirais même, les gens qui se sentent à l'aise avec ça, moi, c'est rendu que je les invite à dire, ben, mettez-en des hashtags dans votre présentation s'il le faut. Puis invitez-les à vous suivre sur Twitter, puis à vous taguer sur quelque chose qui fait leur affaire, ou mettez-leur des petites phrases toutes prêtes à mettre sur Twitter avec quel hashtag, puis quel compte taguer. Puis vous allez, ben, une présentation, on veut de l'impact. Ben, l'impact, maintenant, on peut l'avoir en ligne. C'est une façon de le faire. Fait que c'est pour ça que moi, je me dis, oui, il y a des gens qui peuvent décrocher avec la face sur leur téléphone. Mais ils peuvent aussi être nos meilleurs ambassadeurs ou simplement tellement intrigués ou contents d'avoir appris quelque chose, sont déjà en train de le chercher ou de mettre un signet parce qu'ils vont aller le relire plus tard ou ils envoient ça dans leur OneNote, peu importe. Fait qu'il faut le voir d'une façon différente maintenant. Effectivement. Hey, Chantal, j'aimerais t'entendre entendre ton opinion sur les supports visuels, c'est-à-dire les images, les graphiques, des choses comme ça, mais surtout peut-être des photos ou du visuel. Selon toi, est-ce que c'est correct d'en utiliser? Oui, tout à fait, parce que plus on est visuel, plus ça devient un support à ce qu'on dit. Et c'est là que ça va aider à garder en mémoire ce qu'on dit plus longtemps, parce que on vient renforcer le fait que ils vont nous écouter, donc l'auditif, ils vont voir une image, il faut que l'image soit bien entendu reliée à ce qu'on dit, et non pas quelque chose pris là n'importe quoi juste pour être cute, et avoir quelques mots-clés. Fait qu'on va aller susciter plusieurs canaux au niveau de notre cerveau qui vont faire en sorte que les gens vont retenir plus longtemps. Maintenant, en termes de qu'est-ce qu'on fait pour chercher des images? Ben là, je suis la première à dire, on s'assure de respecter les copyrights, les droits d'auteur. Donc, on fait des recherches, bon, soit dans des banques d'images, il y en a des payantes à peu de frais. Je sais que il y avait Photolia, mais je pense qu'ils ont été achetés, eux autres. Il y en a plusieurs, là, mais... ouais. Mais ça en était un qui était vraiment pas cher. Puis là, il y en a effectivement plusieurs à faible coût. Ceux qui sont sans frais, donc on parle de Pixabay, Unsplash, c'en est deux qui sont très populaires. Et la beauté dans tout ça, je dirais que dans ces cas-là, Pixabay, c'en est un que j'utilise énormément avec mes clients qui disent « Ah, j'ai pas vraiment de budget que je peux mettre là-dessus » ou tu sais, c'est une petite présentation qui... On n'aura pas un impact monstre, on veut pas investir beaucoup dessus. Ces endroits-là, généralement, ils sont libres de droit. Ce qu'on appelle le fameux CC0, le Creative Commons 0. Ça devient une licence qui nous permet d'utiliser les images dans un contexte personnel ou d'affaires. On peut les modifier et on n'a pas besoin d'attribuer. Ça devient vraiment intéressant. On peut se ramasser également... Oh mon Dieu, c'est parce que là, je le cherche. Mon cerveau qui me fait défaut. Bref, il faut juste s'assurer que quand on va voir sur ces sites-là pour une image, on regarde quels sont les droits d'utilisation. Dans certains cas, on va devoir attribuer la paternité de l'image.
Donc, si on a besoin de dire, crédit photo, on mentionne, des fois, on a le lien, on va avoir la fameuse licence Creative Commons. Ça, entre autres, les gens qui veulent s'assurer de pas se mettre dans le trouble, s'ils vont lire Creative Commons, je pense que c'est .org, il y a vraiment un détail sur tous les types de licences. Et oui, ça devient important de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour éviter des problèmes. Parce que les gens qui pensent que c'est pas dans ma petite présentation ici faite au Québec que je vais avoir un problème, faut se détromper. La Terre est rendue une petite famille, puis tout voyage beaucoup. Fait que dans le cas où on a une présentation qu'on fait, puis qu'on sait qu'on va la distribuer, c'est d'autant plus important de vous assurer que toutes les images, vous serez pas dans le trouble si quelqu'un la réutilise parce qu'il l'a repris dans le matériel que vous avez distribué finalement. Ouais, parce que ça peut être distribué là assez rapidement. Fait que si tu mets par exemple ton deck sur SlideShare, ouais. Là ensuite ça peut faire des petits. Puis là, à un moment donné, si t'as pris une image en googlant, puis cette image-là, c'est une image qui provient d'une banque d'images payantes. Ben, ouais. Ça peut... Ben moi je dirais, si vous avez une chose à garder en tête, là, quand vient le temps de monter du contenu, Google Images n'est pas votre meilleur ami. Parce que il peut être là pour vous inspirer, mais sinon, allez directement sur des sites, des banques d'images qui vont vous permettre de savoir clairement si vous pouvez ou pas les utiliser. Parce que oui, ça peut vous revenir et ça peut coûter très, très cher. Dans un même sujet, mais un peu différent, quand on parle de contenus qui sont du code, par exemple, donc oui. qui a besoin d'un formatage particulier. Donc là, c'est important, je pense, de choisir des bonnes polices de caractère, c'est-à-dire des polices de caractère comme courrier, en tout cas que l'espacement entre les est toujours uniforme. Oui, tout à fait. Puis d'avoir une bonne grosseur de police aussi. Parce que j'ai vu des fois des diapos qui étaient du code, puis moi, je suis vraiment techno-nulle en termes de code. Ça, j'avoue, mon très faible niveau de connaissance, mais par contre, je m'imagine ceux qui disent, ils comprennent toutes les fameuses lignes de code, encore faut-il qu'ils soient capables de les lire. Donc, au-delà d'avoir une police de caractère, généralement, oui, du sans-sérif. Le fameux sans-sérif, c'est le courrier en est du Arial, du Verdana, du Taoma, qui se ramassent, qui n'ont pas d'empattement. Vous ramassez qu'au moins, lors de la projection, ça va être plus clair, parce que les empattements, des fois, vont causer des petits flous au niveau de la projection qui sont possibles, surtout si la police est petite. Et vous allez rendre vos présentations aussi plus accessibles parce que quand on projette, c'est plus facile pour les gens d'avoir des polices sans empattement pour s'assurer qu'ils vont pouvoir bien les lire. Mm-hmm. Puis même si je me trompe pas au niveau des bonnes pratiques pour les lecteurs d'écran, il y avait quelque chose aussi au niveau de la police de caractère. Il faudrait que je revérifie ce que je dis là, mais je me souviens de quelque chose quand j'ai eu à travailler sur du contenu qui devait être plus accessible finalement. Ouais, puis au niveau des polices aussi, pas faire un arbre de Noël de nos présentations là, avec toutes sortes de polices. Généralement pas plus que 2, je dirais. Si les gens tiennent absolument à n'avoir pas qu'une seule, puis en partant, là, il n'y a pas rien de mal à avoir une seule sorte de police de caractère. Ça, c'est pas grave. Je pense que l'important, c'est de s'assurer que ça soit lisible et visible de partout. Mais sinon, peut-être en avoir une pour les titres, puis une pour la portion de contenu. Et je ferai une exception quand tu parlais de code, Mario. Peut-être que une police qui est strictement que pour les lignes de code montrées en exemple, là, ça montre clairement. OK, on est rendu dans du code, la typo est différente. Fait que ça devient une autre façon de le faire aussi. On vient qu'on identifie la police de caractère à un type de contenu. Ça peut être un titre, ça peut être, oui, le contenu, ou ça peut être du code dans l'exemple du code qu'on donnait. Mm-hmm. Puis en termes de taille de police, souvent les gens se posent des questions, puis je vous dirais,
ce qui se voit très bien d'à peu près partout, puis là, les gens sont scandalisés d'entendre ça, mais c'est une typo qui a 30 à 32 points. Donc, ça force les gens d'en avoir moins sur leur diapositive, mais vous vous assurez que peu importe qui est dans la salle, où cette personne-là est assise et si cette personne-là a une vision qui est faible ou pas, elle va être capable de lire avec à peu près toutes les sortes de projections. 30-32 points, là, ça veut dire que t'as ta ligne de titre puis t'as peut-être 2 lignes ou 3 lignes de contenu maximum là, qui rentrent dans une diapositive à cette grosseur de fonte-là. Ben, à 30, là, vas-tu 30 ou il y a des fois je descends à 28 dépendamment de la salle où je présente. Mais la beauté dans tout ça, c'est que si les gens se mettent à utiliser, exemple, le fameux Morphose dans PowerPoint qui est Office 365, ça change plus grand-chose d'avoir juste quelques lignes parce que là, on va juste truquer, on va avoir l'impression que le contenu va monter, puis on continue de voir les lignes de code. Fait qu'on fait juste utiliser l'outil pour truquer ce qu'on a visuellement, mais au lieu de rétrécir la police, on s'assure qu'elle est visible, mais elle va avoir l'air de monter, puis on voit les lignes de code une après l'autre. Donc, réexplique-nous, c'est quoi cette nouvelle capacité-là qu'il y a dans le nouveau PowerPoint qui est dans Office 365? Oui, c'est une transition. Donc, c'est ce qu'on a entre deux diapositives qui s'appelle Morphose, où les gens qui sont habitués avec la version anglophone, c'est Morph. Mm-hmm. Et ce que ça permet de faire, ce qu'on a comme objet sur une diapositive, on va vraiment pouvoir tout l'algorithme qui est en arrière puis les calculs d'une diapositive à l'autre, on peut, si on duplique la diapositive, on peut le déplacer, changer sa grosseur et tout ça, on peut changer sa couleur et selon le déplacement qu'on y fait faire sur la deuxième diapo, puis qu'on a appliqué la fameuse morphose entre les deux, là, on a quelque chose qui a l'air d'une animation très complexe, mais qui est très, très fluide. On n'a pas comme auparavant une transition, puis là, c'est comme saccadé, dépendamment des animations. Donc, maintenant, c'est quelque chose qui permet... Moi, je verrais là, des longues listes de code. Je l'aurais à répétition sur plusieurs diapos. La première liste de code faite au grand complet, avoir une belle typo qui est super lisible. Mais après ça, on duplique, on bouge notre zone de texte un petit peu plus haut. Fait que là, ça va tranquillement remonter. Fait que c'est une façon, finalement, de dire, ben on réussit à satisfaire les besoins de lisibilité, mais on va aller utiliser l'outil pour nous aider à le présenter de façon simple. Donc, c'est un peu comme ça, quand on est sur le web et qu'on déroule vers le haut, c'est cet effet-là que ça va faire, c'est que tu vas dérouler ton code vers le haut. Oui. Ah, c'est très bien, c'est un bon truc, surtout que pour les programmeurs, souvent, on a du code, puis la solution, c'est pas de tout mettre ça en 6 points, là, non lisibles. Non, c'est ça. De le laisser, je te mets en 28 points, mais de faire que tu montes vers le haut en utilisant Morphose entre des différentes diapositives. Ça, c'est juste quand ils ont mis cette transition-là, ça va avoir sauvé tellement de temps, puis on a l'impression qu'on recrée des animations complexes alors que c'est pas le cas, mais ça donne tellement de possibilités. Justement, je pense que tous les gens qui font du développement du code vont se ramasser à avoir une utilité bien particulière qu'au lieu, comme tu dis, d'être obligé de mettre ça microscopique parce que tu dis il faut que ça fitte, parce que d'une diapo à l'autre, c'est comme pas tout à fait la même chose. Là, ils vont avoir l'impression qu'ils continuent dans la même diapo, mais tout simplement qu'on va revoir les nouvelles lignes. Puis c'est sûr que, bon, ça peut être très sécurisant de dire j'ai copié mon code, puis c'est juste dans mon PowerPoint. Mais il reste toujours la bonne solution de dire ben je vais aussi avoir en parallèle mon éditeur de code préféré, par exemple Visual Studio Code ou Visual Studio. Et là, la seule chose qu'il faut s'assurer, c'est de grossir notre police de caractères dans notre éditeur de code pour que ça soit lisible, parce que forcément, c'est fait pour que ça soit qu'on soit en train de développer sur notre laptop. Oui. C'est pas fait pour que quelqu'un regarde du code à 35 pieds en arrière. Donc, il faut grossir la police. Puis, ce que tu mentionnes là, c'est un excellent point que
les gens, bon, tu vas dans ton éditeur de code, fait que là, t'es là live. Mais dans le cas où on se ramasse qu'on a un pépin quelconque, puis qu'on sait que, oups, bon, l'outil coopère pas, ou c'est quelque chose qu'on a besoin Internet fonctionne pas, d'avoir ces backups-là, d'avoir vos lignes de code dans un fichier de présentation, que ça peut servir de backup en tout temps, ou ça devient la source primaire pour présenter, mais dans le cas où il y a des questions, ça va ailleurs, puis qu'on sait qu'on a le temps de le faire, ben on ouvre l'éditeur de code tout simplement, puis là on le fait en live. Fait que d'avoir les deux, c'est une façon aussi de se sécuriser que peu importe ce qui va arriver quand on aura besoin de présenter, on va être prêt. On sera pas à la merci d'Internet, on sera pas à la merci de « oups, l'application rouvre pas pour X, Y raison ». C'est une façon de pouvoir, comme on dit, de show must go on, mais on est capable de le faire parce qu'on a plus qu'un outil. Ouais, puis j'ai vu aussi certaines présentations où le présentateur avait fait une vidéo d'une d'une démo casse-cou qui était presque certaine de planter, d'échouer, soit échouer à cause d'un mauvais accès Internet, etc. Puis la personne disait, cette partie-là, je vais vous la montrer sur vidéo parce qu'il y a trop de chances que ça brise. Ah oui. Parce qu'on est dans une conférence, l'accès Internet est pas bon, puis etc. Puis ça passe. Ça passe très bien. Puis je dirais que surtout dans votre secteur, dans votre industrie, ce serait un élément que tous les gens qui doivent présenter devraient se poser comme question. Bon, j'ai une démo à faire. Est-ce que mon accès Internet est vraiment fiable? Mais de se prévoir des plans B comme ça. Parce que oui, une démo qu'on fait chez soi, une petite vidéo de capture d'écran qui, en passant, peut être fait directement dans PowerPoint aussi, là. Donc, on peut faire des captures d'écran à partir de PowerPoint maintenant. Donc, Si on voit la MVP PowerPoint qui... moi, c'est mon outil fétiche, hein. Je l'utilise à peu près à toutes les sauces. Moi, je monte des pubs là-dedans, je fais des bouts de vidéo là-dedans parce que les fonctions sont là, puis sont simples à utiliser. Donc, pourquoi m'embêter de devoir apprendre plein de logiciels alors que ce que j'ai besoin est là? Chantal, on te remercie beaucoup. Je pense que ça fait un bon survol de ce qu'il faut savoir quand on présente. Oui. Je dirais, Guy me faisait remarquer un peu plus tôt, tu as monté des présentations sur LinkedIn, des formations sur LinkedIn. Oui. Donc, si on a des auditeurs qui voudraient en savoir plus, ils pourraient peut-être aller sur ces formations-là pour en apprendre plus. Sais-tu comment ça fonctionne ces formations-là sur LinkedIn? Ben, c'est la portion qui est LinkedIn Learning. Donc, on va vraiment sur LinkedIn Learning. Ceux qui ont déjà un abonnement premium à LinkedIn, c'est inclus avec. Sinon, les gens peuvent se prendre un abonnement LinkedIn Learning au mois s'ils le veulent. Puis présentement, j'ai 7 cours. J'en ai d'autres qui s'en viennent en ligne bientôt, mais j'en ai 7 qui sont là. Fait qu'on parle des astuces et techniques de PowerPoint, rendre ses présentations accessibles, de 10 astuces pour réduire le trac. On parlait de gens qui pouvaient ne pas aimer parler en public. Donc ça naît. Puis j'en ai une aussi qui est un petit peu plus longue, que c'est comment rendre ces présentations PowerPoint plus percutantes. Fait que ça permet là de faire un bon tour. Les gens qui veulent dire, ben je vais un petit peu plus sur l'outil, il y a plein d'informations là-dessus. Tu nous fourniras les liens pour les mettre nous sur la page de l'émission. Ah, ben excellent. Ben, encore une fois, je te remercie beaucoup. Ben merci également, c'est un plaisir de discuter avec vous. Donc, une bonne résolution pour cette année, faire des meilleures présentations. Oui. Mais sur ça, on va souhaiter justement des meilleures présentations à nos auditeurs. On les retrouve au mois de février pour un autre podcast. Merci encore. À la prochaine.